Il est 18h08. Nous apprenons à l'instant qu'Emmanuel Macron vient tout juste, lui de Ragnel, d'accepter la démission du gouvernement de Gabriel Attal. On va en parler évidemment dans la deuxième partie de l'émission. On va s'y arrêter longuement. Cette démission actée, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que ça va se passer? Parce que le gouvernement démissionne, mais va tout de même rester en place. Expliquez-nous. Eh bien, le gouvernement va faire ce qu'on appelle, il va être chargé d'exécuter les affaires courantes. C'est-à-dire qu'en fait, il peut gérer le tout venant, le quotidien de l'activité de leur ministère. Ils peuvent signer des décrets, par exemple, mais le gouvernement ne peut pas peut pas proposer de projet de loi, à l'exception de deux registres. C'est s'il y a vraiment une grave crise sécuritaire et s'il faut, par exemple, faire une loi pour permettre l'état d'urgence ou alors le prolongement de l'état d'urgence. Et donc la deuxième exception, c'est s'il y a une grave crise financière et qu'il faut prendre des décisions immédiates. Et à ce moment-là, le gouvernement peut faire un projet de loi. Donc normalement, c'est quelque chose qui est vécu comme une période transitoire. Et si on se souvient des autres moments dans l'histoire de la Ve République... Pour ne durer que quelques jours. Et le record, ça a été 9 jours. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron se place dans un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il envisage de continuer comme ça avec un gouvernement qui exécute les affaires courantes au moins jusqu'à la fin de l'été. Donc on va voir aussi ce que ça va provoquer. Est-ce que ça va permettre de responsabiliser un peu plus les parlementaires pour les forcer à créer d'eux-mêmes des coalitions ou en tout cas une capacité à gouverner? Ça, on le verra. En tout cas, c'est le pari d'Emmanuel Macron. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a un pouvoir très limité. Il ne peut pas non plus, par exemple, nommer de directeur d'administration centrale. Il peut simplement faire des renouvellements de postes, que ce soit, par exemple, des patrons d'ARS qui partent à la retraite et donc il faut les remplacer, ou encore des préfets de département. Et l'Élysée qui indique ce soir, l'Élysée qui indique ce soir que les forces républicaines doivent bâtir un rassemblement pour former un nouveau gouvernement le plus rapidement possible. On en parle dans un instant, le temps de marquer une très très courte pause et on revient donc sur cette information, le gouvernement de Gabriel Attal qui a donc officiellement démissionné ce soir. À tout de suite. Punchline, 18h-19h, Yohann Usaï sur CNews et Europe 1. 18h15, nous sommes de retour dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. Je vous rappelle cette information que nous avons donc appris il y a quelques minutes. Le président de la République a officiellement accepté la démission de Gabriel Attal et de son gouvernement qui reste en place pour gérer les affaires courantes. Julien Drey, vous souhaitiez intervenir avant cette petite pause parce qu'il faut bien comprendre aussi que si cette démission est acceptée aujourd'hui, ça n'est pas un hasard. Non, parce qu'il y a une élection jeudi. Chaque voix va compter pour élire le président. À la présidence de l'Assemblée nationale. Chaque voix va compter. Si les ministres n'étaient pas là, ça veut dire qu'il faudrait attendre leur suppléant. Leur suppléant, c'est dans un mois. Donc c'est pour ça que là, on a une démission du gouvernement qui n'en est pas une, mais qui va permettre à 17 ministres de voter jeudi pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un petit arrangement. C'est dans les arrière-cuisines, ça existe aussi, ça. Je relisais l'article 23 de la Constitution, quand même le texte suprême. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation. C'est limpide. Il y a eu 2 exemples dans la Ve République où justement un gouvernement démissionnaire, donc qui n'avait plus les pouvoirs réglementaires, ont pu rester à la fois député et ministre pendant quelques jours. Et le président Macron part de ce constat-là et de cette analyse-là, que ça a été possible 2 fois, pour dire on va pouvoir le faire. Sauf que là, on est parti pour plusieurs mois. Comme c'est le gouvernement, en plus, qui décide de l'ouverture ou pas d'une session parlementaire, ils vont décider qu'il n'y aura pas de session parlementaire, à part celle pour élire le président, les commissions et les vice-présidents. Et donc, pendant 2 mois, le Parlement... Alors, c'était un peu prévu parce qu'il fallait faire des travaux et qu'en plus, il y a les Jeux Olympiques au milieu, autour de l'Assemblée nationale. Donc, pendant 2 mois, il n'y aura pas de session. Le Parlement ne siégera pas. Et donc, on peut cumuler les deux puisqu'en fait, le parlementaire ministre ne pourra pas voter. Mais c'est un peu particulier que jeudi prochain, les ministres vont être appelés à élire le président. Donc, en termes de séparation des pouvoirs, il y a une interrogation, parce que pour qu'on comprenne bien, Louis de Ragnel, Gabriel Attal a démissionné, mais il est toujours ce soir Premier ministre. Alors, il a démissionné, il est ce qu'on appelle Premier ministre démissionnaire, il sera sans doute président du groupe Renaissance en même temps qu'il est Premier ministre. Non mais c'est là où je rejoins totalement François Pupponi. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre 1 ou 2 jours cette situation, une forme de tuilage
en attendant quelque chose qui se normalise. Mais là, en fait, on va vivre quelque chose d'assez étonnant, parce que effectivement, les ministres pourront à la fois être députés et ministres. Enfin, c'est quelque chose. Un ministre et à noter aussi que le gouvernement ne peut pas être renversé dans la mesure où il a un pouvoir très limité. Un premier ministre qui élit le président de l'Assemblée nationale, un premier ministre qui élit le président de l'Assemblée nationale, c'est du jamais vu. Ceci dit, c'est une violation du principe de séparation des pouvoirs, tradition, en fait. à part 1981, où la session extraordinaire qui est convoquée après l'élection présidentielle et l'élection législative, en général, elle n'a rien à faire. Bien sûr. Donc elle est très courte. Bien sûr. On expédie vite les choses parce que c'est un nouveau gouvernement, une nouvelle administration, des nouveaux cabinets qui se mettent en place. Donc on n'est pas dans l'exceptionnel. Il y a une exception, c'est en 81, où la session extraordinaire convoquée par le président Mitterrand a commencé tout de suite sur la loi de décentralisation parce que tout était prêt. Mais moi, je suis peut-être un peu plus nuancé que vous. Je suis pas convaincu que ça va durer comme ça éternellement. Je pense que ce que va mettre à profit le président de la République, c'est les Jeux Olympiques. Oui. Parce que ça, c'est une trêve qui va passionner les Françaises et les Français. Y compris en termes sécuritaires. Voilà, il y aura pas avant Louis Dragnel. Je pas une résolution de la crise politique à mi-août. Les JO, je pense que les JO, ils vont jusqu'à... Après, il y a les Jeux paralympiques. Donc, à la fin des JO, vous aurez, d'après moi, un accord politique et un gouvernement. Donc, fin octobre. Non, fin septembre. Fin septembre, mi-septembre. Alors, précisément, cet accord de gouvernement, l'Élysée l'évoque ce soir en même temps que cette annonce donc de démission du gouvernement Attal. L'Élysée qui dit la chose suivante. Les forces républicaines doivent bâtir un rassemblement pour former un gouvernement le plus rapidement possible. Sabrina Medjeber, on voit bien que la stratégie du président de la République, là, c'est vraiment d'écarter la gauche. C'est un message qui est aussi envoyé à gauche et de dire je voudrais une coalition qui aille du Parti socialiste jusqu'aux Républicains. Oui, je pense qu'effectivement la stratégie s'est actée de cette façon. Oui, la consolidation d'un groupe parlementaire fort de centre droit. Il suffit d'observer que Laurent Wauquiez, qui n'accepte pas de coalition gouvernementale, mais qui est prêt à négocier des accords législatifs, s'entend. Il parle d'un pacte législatif. Absolument. C'est dans le Figaro il y a quelques jours. Donc oui, il y a cette volonté là est clairement affichée de faire coaliser les macronistes avec les républicains, sans coalition, encore une fois, gouvernementale, puisque de toute façon, il me semble que la gestion là des affaires courantes, étant donné que là, il y a une complication entre la perméabilité des postes ministériels qui deviennent des postes parlementaires, mais qui finalement restent des postes ministériels, donc on n'y comprend plus grand-chose dans les prochains jours, et en même temps, la volonté également de réformer et d'asseoir un programme de la part de Laurent Wauquiez. C'est là où en réalité on observe la victoire finalement de cet échec de cette dissolution, c'est que là les Républicains affichent un programme idéologique sur le fond qui, comme je le disais précédemment, rassure les Français sur le plan sécuritaire, économique, immigrationniste. Et c'est monsieur Giacometto qui avait écrit un article d'ailleurs dans le Figaro, qui est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et qui avait expliqué que le grand malheur de la droite de ces 20 dernières années, c'est qu'elle n'a pas été capable de porter un projet idéologique conforme au plébiscite des Français. Et peut-être que là, cette façon qu'a Laurent Wauquiez de s'imposer comme le leader, comme l'incarnation de cette droite républicaine, révélera peut-être une réelle volonté d'action politique de la part des LR, tout en maniant et ménageant la chèvre et le chou avec une Macronie qui va, je pense, se coaliser du côté de la droite. Alors, je vois que Julien Drey n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, parce que, pour l'instant, je veux bien qu'on soit séduit par le programme de Laurent Wauquiez, mais c'est 5 pétitions de principe que tout le monde peut signer. Il est pour la sécurité, il est pour la stabilité financière. Franchement, c'est dans les mesures que les choses vont... Sur l'immigration, je suis pas sûr que tout le monde... Sur l'immigration, à part... il veut réduire l'immigration. Ouais, d'accord, mais ça, vous voulez que je vous en cite, moi, qui veut réduire l'immigration depuis 20 ans, qui disent... A priori, ni le Parti Socialiste, ni la France Insoumise. Si, le Parti Socialiste l'a dit en disant maîtrise des flux migratoires. Excusez-moi, ça n'est pas non plus qu'ils ont signé avec le Nouveau Front Populaire. Ah oui, non, mais d'accord, mais ils l'ont signé, le programme. Excusez-moi, vous me dites voter pour ça, ou pas. Bon, on peut faire l'histoire. Je défendais une certaine identité du Parti Socialiste dans le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est la journée de jeudi va être une journée importante. Parce que vous n'allez pas avoir un candidat, tel que c'est parti. Le MoDem veut présenter son candidat. À l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Horizon veut présenter son candidat. Donc, vous allez avoir un éclatement dans un premier temps. Et toute la question, c'est de savoir qui, dans cet éclatement, va tirer son épingle du jeu à l'arrivée. Et pour une part,
celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est celui qui arrivera à avoir la neutralité du Front National. Parce que c'est lui qui, en dernière analyse... On peut finir avec un Charles de Courson. On peut finir avec Charles de Courson. Qui permettrait à la majorité présidentielle de récupérer... Qui est un député Lyot. Qui est le groupe Lyot. Qui a toujours été un groupe charnière, hein. Autour de 25 députés. 25 députés, à la fin, ça fait une majorité quand on les sonne avec les autres. La journée de jeudi, sera une journée déterminante. Elle peut être une journée extrêmement courte, les arrières se mettent d'accord, comme elle peut être une journée très longue. Absolument. Et si c'est une journée très longue, alors à ce moment-là, tout est possible, et y compris l'élection de Charles de Courson, qui, il faut être honnête, a une autorité à l'intérieur de l'hémicycle. C'est celui qui, je crois que c'est le parlementaire qui a le plus de mandats. Je crois qu'il doit être à 8e ou 9e. Une histoire personnelle, il y a un amoureux de la liberté, il est assez inclassable. C'est-à-dire que, vu de loin, on peut se dire, bon, bah, c'est la caricature du type de droite. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Avec une famille qui a été déportée. Absolument. Avec son grand-père, je crois qu'il était. C'est un homme qui a une vie très particulière et qui, au départ, est difficile à aborder et qui, avec le temps, est devenu un personnage très apprécié dans l'hémicycle. Parce que c'est un peu le grand frère.